précisément l'Afrique urbaine d'après Covid, parlons-en. Cette pandémie de la Covid-19 nous aura appris plusieurs leçons. L'une des plus importantes est sans doute le fait que le modèle de développement basé sur le capitalisme et le néolibéralisme commence à montrer ses limites. Et pour l'Afrique en particulier, on notera que les choix économiques et politiques très extravertis la rendent plus vulnérable parce que très dépendante des autres régions du monde. Et pourtant, elle a les ressources pour se réinventer, pour se redécouvrir pour un développement plus centré sur ses besoins. Comme le disait Capo Nupuko dans une récente tribune dans Jeune Afrique, cette pandémie sonne pour l'Afrique l'heure de réinventer les modalités de sa présence dans le monde et l'heure de relever ces défis. Cela est aussi vrai pour l'Afrique urbaine, caractérisée par un urbanisme classique, lent, statique et particulièrement vulnérable aux chocs exogènes. Cependant, il y a des alternatives, fort heureusement. Place for Africa reçoit pour vous aujourd'hui Sename Kofi Agbotinou, qui promeut l'utopie d'une ville africaine du futur, donc une vision africaine de la ville qui se réapproprie les valeurs dites traditionnelles. C'est d'ailleurs un modèle qu'il expérimente à Lomé depuis une dizaine d'années à travers le projet Peuple Cité dans le cadre de son agence l'Africaine d'architecture. Au cours de cet entretien, nous réfléchirons autour de la thématique de la crise, la thématique d'une Afrique d'après Covid et la thématique d'une Afrique urbaine plus résiliente. Bonjour, merci pour l'invitation. Ok, super. Alors, on commence déjà par ta personne. Déjà, tu es architecte, anthropologue, penseur, designer aussi à la base, serial fondateur. Comment expliques-tu la nécessité de combiner toutes ces casquettes pour ton projet? Donc, celui de promouvoir une alternative au modèle de civilisation néolibérale que tu juges mortifère. Oui, alors en fait, c'est plusieurs casquettes, certes, mais il y a une cohérence dans le parcours, puisque je suis, on va dire, essentiellement designer, pas frustration, parce que très tôt, vraiment très très jeune, je pense que j'ai identifié, où j'ai ressenti cette chose dont tu as parlé, qui est l'extraversion. Et j'ai eu envie très vite, à mon petit niveau, de voir comment on pouvait produire une Afrique qui soit africaine. Et on m'a très simplement fait comprendre qu'il y avait un métier pour ça qui était le design. Donc les designers concevaient tout ce qui nous entoure. Et donc je me suis inscrit en design. Et je suis passé à l'architecture par besoin d'aller à l'échelle, puisque je me suis rendu compte que les designers étaient limités et que les architectes, eux, travaillaient même à l'échelle de la ville. En architecture, je me suis senti limité aussi, puisque mon intérêt était à l'Afrique et l'architecture telle qu'on nous l'enseignait en France, puisque moi j'étais à Paris, n'intégrait pas énormément de cours d'anthropologie, et en tout cas pas des cours assez fouillés sur les populations africaines. Donc je me suis inscrit en anthropologie pour comprendre un peu mieux ces populations que je prétendais, moi, doter de nouveaux environnements. Voilà. Et fondateur par le truchement d'un projet que nous avons lancé à Lomé, qui est une sorte d'expérimentation globale pour développer un capitalisme digital, et donc lancer des startups, pas sur le modèle, on va dire, justement pas sur le modèle capitaliste, mais sur le modèle… Pas le modèle de la Silicon Valley, forcément. Voilà, pour essayer réellement de construire un collectivisme digital. Et donc là, au sein de cette structure, nous créons des entreprises dont je suis le cofondateur avec l'ensemble
des membres de ma communauté. C'est ça. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais donc, on rentre dans le vif du sujet déjà. Alors, tu as une critique sévère à l'endroit du capitalisme et tu as eu l'occasion de revisiter d'ailleurs cette critique-là dans ton carnet de confinement et que tu as écrit en fait, enfin, je crois il y a quelques chapitres, il est encore en construction, hein, si j'ai compris, mais avec un chapitre final, la leçon du pangolin, que je trouve particulièrement intéressant. Alors, qu'est-ce que cette crise sanitaire, économique et peut-être sociale, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Ou en gros, quelle est la leçon du pangolin en condensé pour nous à l'occasion de cette crise du Covid? Oui, la leçon du pangolin, c'est le dernier feuillet du carnet que j'anticipe un peu puisque les autres ne sont pas finis. Mais ce test en particulier est censé introduire une sorte de pensée de l'après, de ce monde de l'après-là. Et le pangolin, parce que c'est un être dont les populations africaines se sont saisies pour son potentiel conceptuel. Donc le pangolin a été vraiment quelque chose autour duquel on a développé énormément de complexité en termes de système de pensée et sur un aspect particulier donc, qui, moi, m'intéresse d'analyser, qui est le mythe. Et je pense que une des difficultés à être au monde aujourd'hui, c'est l'absence de mythe fondateur. Et qu'est-ce que c'est que le mythe? Le mythe, c'est une sorte de politique distribuée qui articule en quelque sorte on va dire le biosphérique et le social, ou le socio-économique à l'intérieur du biosphérique, de la nature. Et qui fait que ces deux aspects ne sont pas clivés, mais compensent la société comme étant en quelque sorte en dépendance avec l'environnement pour faire simple. Et de là découle toute une série de prescriptions. Et dans le cas du pangolin, des limitations dans ce qu'on peut faire comme ponction dans la nature, des limites de l'espace habité par rapport à l'espace qui est censé laisser vierge pour que ces autres vivants avec qui on est en parenté puissent aussi avoir leur territoire, etc., etc. Donc, il me semble que dans l'effort que nous avons à mitiger un peu cette chose que nous appelons le capitalisme, qui, lui, fonctionne sur des sortes de politicité, mais de l'irréel, nous devons construire de nouvelles politiques sur le modèle du mythe, avec la fonction du mythe, qui est d'articuler la présence humaine dans quelque chose qui le dépasse et dont il n'est pas clivé, mais il est responsable. D'accord. Donc, en fait, voilà, tu abordes le pangolin, mais pas juste pour l'animal, mais c'est aussi pour dire en réalité, c'est vrai, même si on parle de Covid comme étant une zoonose, c'est aussi justement pour aborder cette question de l'extractivisme, hein, cette pression énorme sur la nature et qui nous revient un peu quelque part au visage. Exactement. Je pense que le pangolin, si on faisait un travail de mémoire et qu'on le saisissait tel que nos anciens le saisissent, ça nous apporterait énormément de réponses à la difficulté que nous avons aujourd'hui de trouver notre place et de faire des installations, par exemple, sans que cela ne crée des perturbations profondes dans la cohérence du monde. Mais c'est aussi aujourd'hui l'animal qui est le plus braconné au monde. Et donc, il nous permet aussi de traiter cette affaire d'extractivisme, de voir tout le travail d'insensibilisation par lequel l'extractivisme procède, puisque c'est un animal qui était vénéré pratiquement par les Africains, mais qui aujourd'hui se trouve sur les marchés et qui n'a plus pour nous autres, alors que nos anciens le tenaient dans une sorte de respect extraordinaire, pour nous autres, est un animal quelconque que pratiquement de façon industrielle, nous livrons à une traite qui passe essentiellement par la Chine. Donc, ça permet aussi d'analyser le poids du capitalisme typiquement chinois dans les problèmes que nous avons aujourd'hui sur le continent. Okay. Super. Alors,
Ça, c'est d'un point de vue assez général, c'est vrai. Mais pour la ville en particulier, alors, quelles leçons cette pandémie nous enseigne? Pour la ville en Afrique ou la ville globalement, tu veux dire? Oui, pour la ville en Afrique, d'abord. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait observer. C'est que, on va dire que tout le monde est d'accord pour dire que globalement, l'Afrique s'en est ou s'en sort toujours aujourd'hui, même si on est encore, je crois, dans une phase ascendante de la courbe de la contamination. L'Afrique s'en sort un peu mieux que le reste du monde. Et c'est certainement en partie à cause du fait que nos villes sont désintriquées de la grande cité mondiale, que nous avons moins de connexions et qu'il y a moins de communication quand on parle de la ville africaine. Et donc, de fait, quand les villes se sont retrouvées bloquées, en quarantaine, confinées, et que la ville officielle s'est arrêtée, nous n'avons pas, dans un premier temps, énormément souffert de tous ceux qui seraient vraiment réellement dépendants et uniquement dépendants d'une logique globale auraient souffert. Ensuite, le fait qu'il y ait encore quand même des mémoires de façon de faire très organiques qui restent dans nos villes, même si nos villes, surtout celles coloniales, ont été produites dans des forts d'effacement de ces mémoires-là. Le fait qu'il y a des survivants, ça fait qu'une autre ville a pris le relais. Alors, c'est cette ville de l'informel, mais c'est aussi cette ville très traditionnelle qui, elle, a résisté à la crise et a proposé des réponses qui permettaient à la vie de se perpétuer, même si l'officiel était en crise. Et donc, les Occidentaux qui n'ont que, disons, un urbanisme officiel et réglementaire, quand cet urbanisme-là est en crise, sont, pour le coup, globalement en crise, alors que l'Afrique, qui a une sorte de double urbanisme, un urbanisme réglementaire aussi, mais surtout une production de la ville qui est plus spontanée, qui emprunte à des façons de faire qui sont des façons de faire du traditionnel. Et bien, elle peut, à ces occasions-là, proposer quelque chose qu'il me semble qu'il faut souligner, et justement, et tout l'enjeu aujourd'hui est de se saisir comme cette crise comme révélateur d'un certain nombre de potentiels distribués dans la ville africaine, qui est une réponse valable à ce genre d'arrêt de la machine officielle. Ok, je vois. Donc, c'est en gros cette souplesse un peu, aussi l'informel, tout ça dans l'économie, dans les structures urbaines, etc., qui justifie un peu cette résilience relative des pays africains justement face à la pandémie. Ouais. Je ne sais pas si c'est de la souplesse, il faut pas aborder, je n'aborde pas l'informel comme une souplesse, je pense que c'est une autre modalité de faire ville, contre laquelle travaille d'ailleurs ce qu'on appelle le moderne, l'officiel, qui essaie de le conurber, de l'arrêter en quelque sorte. Et bien, cet informel-là, ce n'est pas seulement un à côté, ce n'est pas un accident, ce n'est pas… c'est une modalité à part entière. Et elle vient de montrer… C'est une modalité de production de la ville à part entière. C'est aussi une modernité, hein, puisque ce qui est moderne, c'est censé être ce qui est de notre époque. Et l'informel en Afrique semble être la meilleure réponse aujourd'hui par rapport à une époque où on pourrait se retrouver avec la machine officielle qui cale. Il faut qu'il y ait un peu plus distribué de la capacité de relais qui permettent justement de se substituer à un déficit du truc horizontal, du truc vertical qui adviendrait. Ouais. Donc, en gros, c'est déjà une forme de réponse aussi à la crise,
qui était déjà partie intégrante de la structure urbaine chez nous, de façon naturelle. Voilà, mais qui aujourd'hui, ok. Super. Alors, on va, mais je voudrais justement revenir sur ce terme de modernité que tu abordes. Je veux qu'on le vide rapidement, parce qu'il y a quand même pas mal d'amalgame quand j'entends ce mot moderne aujourd'hui dans le langage courant. Alors, toi, tu as une critique en fait vis-à-vis de ce moderne-là, qui est en gros, pour résumer, ce qu'on entend par moderne dans les médias ici, parfois même dans des amphithéâtres et tout. En gros, le moderne, c'est ce qui est proche de l'occidental. Alors que toi, tu n'entends pas moderne de cette façon. Tu peux nous expliquer toi, ton approche de la modernité là? Non, du tout. Pour moi, encore une fois, mais je pense que même dans le Larousse, je suis même certain que la modernité, c'est vraiment ce qui correspond à l'époque dans laquelle on est. Et de ce point de vue-là, comment dire, c'est très caricatural ce que je veux dire, hein, ce que je vais dire là, mais le modèle occidental et ce qu'il produit comme signifié est plutôt archaïque par rapport à l'état du monde aujourd'hui. Alors que tout ce qui serait plus de la modestie, du vernaculaire, de la proximité, lui est très moderne. Si on considère encore une fois que la modernité, c'est ce qui prend en charge idéalement la contemporanéité. Super. Alors, cool. Maintenant, est-ce qu'on pourrait revenir donc rapidement sur la pandémie et puis tes projets à toi? Alors, pour l'Afrique urbaine, donc au vu de cette leçon que nous avons, comme quoi cet informel qui est une forme de modernité, qui en fait nous aide ici à développer une forme de résilience, c'est-à-dire que c'est sur cela que nous devons fonder donc l'approche d'après-Covid. Alors, oui, ça c'est sûr, parce que c'est une évidence. Donc, on ne peut pas aller contre les évidences. Il faut que le planificateur se rende compte que sans ce qu'il a passé son temps à combattre, qui est cette chose qui procède par latéralité, des organisations un peu distribuées, la solidarité dans les quartiers, les marchés un peu sauvages, les potagers sauvages, etc., etc. Sans cela, la crise aurait été ressentie encore plus durement dans nos villes. Et donc, que sa ville à lui, la ville des master plans, s'est retrouvée bloquée et nos cités auraient eu le visage de sorte de grands camps de réfugiés où on distribuerait de la nourriture à tout le monde si l'informel n'existait pas et s'il n'y avait pas encore de mémoire, de système de production, de l'autonomie, etc., qui ont pris le relais. Et donc, de ce fait, il devrait, à partir de ce moment-là, le planificateur commencer aussi à développer des outils qui permettent à ce que nous appelons négativement l'informel ou à tout ce qui est modèle de production de la ville un peu plus distribué qui échappe à la doctrine officielle de l'urbain, que cette dimension-là soit elle aussi sublimée et qu'elle soit valorisée, qu'elle soit reconnue et qu'il y ait des outils pour la faire exister de façon professionnelle en quelque sorte, même si c'est un peu contradictoire, à côté de la projection officielle et réglementaire de la ville. Ceci dit, il y a aussi des dispositions et des rectifications à faire par rapport à ce qui est la doctrine de l'urbain et à ce qui est la façon orthodoxe de faire de l'urbanisme. Parce que si ce dont je parle, que je range très arbitrairement dans l'informel, s'est révélé une ressource en temps de crise, la crise elle-même a été déclenchée par quelque chose qui est le fait de
de cette façon de faire ville un peu sauvagement. Et donc, il faut développer de la vision pour corriger ce qui est à l'origine de cette crise-là. Et en Afrique, plus qu'ailleurs, c'est un enjeu relativement à ce qui sont les projections démographiques. Oui, ouais, super. Donc, et toi, c'est d'ailleurs l'élément fondamental sur lequel tu travailles hein, déjà depuis une dizaine d'années, où tu essaies de proposer un nouveau modèle. Hein. En gros, tu essaies de sublimer, comme tu le dis, cette modernité, ce potentiel qui existait déjà à travers le projet Hub Cité et qui, par la suite, a créé donc OAL Lab, dont tu nous parleras. J'ai envie de dire, donc, c'est vraiment, en fait, c'est déjà une forme de réponse, une forme même de prophylaxie, on va dire, puisque tu parlais déjà de crise, hein, tu parlais déjà de crise il y a quelques années, et voilà, nous sommes vraiment dans la crise, et en gros, tu avais déjà une forme de prophylaxie. Est-ce que tu peux revenir brièvement sur le projet Hub Cité et nous dire comment est-ce que tu importes justement ces éléments des sociétés dites de tradition en ville pour finalement faire une nouvelle ville? Oui, donc c'est un projet oui, qui anticipe un peu la crise que nous vivons en ce moment. C'est pour ça que moi j'ai été un peu, comment dire, un peu serein vis-à-vis à la crise, puisque les mesures que nous avons prises nous permettaient de l'être, en quelque sorte. Donc, l'idée du projet Hub Cité, c'est justement de prendre acte du fait que la façon de produire de la ville, entre guillemets, à l'occidental, comme une sorte d'outil gigantesque, mais qui est une école pour transformer les gens en consommateurs. C'est un peu ça la ville. La ville, c'est un dispositif d'acculturation à un mode de vie le plus isolé possible, et donc un mode de vie qui vous rend très dépendant de toute la superstructure de consommation. Que ce modèle-là, s'il arrivait en Afrique, condamnerait tout de suite l'humanité, parce qu'un urbain sur 6 vivra en Afrique d'ici 2050. Et donc, c'est des villes extraordinairement grandes, dont le poids sur le monde sera total, qui vont émerger en Afrique. Et que de ce point de vue-là, si on veut régler la question, l'avenir de l'homme est urbain, certes, mais la question de la ville va se solder en Afrique et qu'il faut s'empresser de proposer un modèle un peu alternatif sur le continent. La proposition que nous faisons à travers Hub Cité n'est qu'une proposition parmi des dizaines qu'on pourrait en avoir. Et le parti pris de cette proposition-là, c'est de se dire que le problème en Afrique, où les projections sont telles que toutes les dispositions d'autorité que nous essaierons de mettre en place risquent d'être invalidées par l'ampleur de la situation, et qu'on ne peut pas anticiper les problèmes qu'on va avoir parce qu'ils sont tellement énormes que l'entendement ne peut pas les prendre en charge, et donc on ne peut pas développer dès aujourd'hui en fait des solutions qui seront, dont on est sûr qu'elles seront efficaces. Et que dans cette configuration où on ne peut pas être prêt, la meilleure chose à faire peut-être, c'est d'être préparé. Et donc de distribuer un maximum dans le tissu urbain la capacité de faire en quelque sorte pratiquement de chaque urbain quelqu'un qui est capable de développer, d'être urbaniste. De sorte que si une crise un peu inattendue arrivait, qui échappe à la prévisibilité, eh bien, ce ne serait pas uniquement à l'autorité de devoir la juguler, mais vu que cette capacité de réagir était démocratisée,
on proposait, en quelque sorte, on prêtait le flanc à ce qu'il y ait le maximum de solutions, le maximum d'innovations qui émergent et que les problèmes seraient les mieux pris en charge de la sorte. Et donc, pour faire cela, très simplement, l'idée a été de fonctionner un peu sur un modèle d'archipel et de faire une ville la moins intriquée possible pour que, là, pour prendre l'image virale, qu'il n'y ait pas contamination tout de suite du problème dans tout le corps de la ville, mais que le système étant en archipel, du coup, il y ait des tampons et qu'il y ait en quelque sorte de la redondance et que chaque cellule soit capable d'adresser ces problématiques très localement et donc de relocaliser un certain nombre de possibilités, ce qui aurait pu permettre par exemple à nos villes, quand les villes ont été complètement fermées, qu'on n'avait plus accès, on n'avait plus le droit de se déplacer, de recommencer à se nourrir, mais en s'appuyant uniquement sur des ressources du quartier, de produire son énergie dans la proximité, etc. etc. Et donc, encore une fois, alors vraiment pour aller dans le concret, l'idée c'était de créer un réseau de lieux sur la ville, de mailler le territoire, et chaque lieu avait la vocation à être un espace ressource où la proximité développait justement, mais vraiment pour un rayon d'1 ou de 2 kilomètres autour, toutes les dispositions de résilience pour que ce petit territoire soit autonome sur le plan alimentaire, sur le plan de l'énergie, développe sa petite usine de proximité, son propre centre de tri des déchets, et que toutes les thématiques urbaines soient adressées de façon très relocalisée à l'intérieur des cellules qui elles-mêmes interagissaient entre elles. Et on projetait cela sur le pari que les technologies que nous avons aujourd'hui se prêtaient assez à ce genre de révolution et que ça aurait été facile à mettre en place. Mais comme ce que je vous explique là, ça aurait été très compliqué d'aller le vendre à je ne sais quelle mer, mais nous avons commencé directement à le tester avec nos propres ressources. Et aujourd'hui, nous avons 2 lieux autour duquel, donc dans un rayon de 1 ou de 2 kilomètres, nous essayons de former le maximum de gens à être en capacité de prendre en charge une crise et à développer donc les nouvelles infrastructures qui sont des infrastructures digitales pour permettre à ces gens-là de trouver à manger, de collecter, de trier, de gérer leurs déchets, etc. Donc, 2 lieux concrètement à Lomé, c'est des Urban Lab en quelque sorte. Donc, chez vous, ça s'appelle donc WearLab. Donc, le WearLab 0 et puis WearLab Prime. Où tu peux nous décrire encore un peu plus concrètement ce qui émerge donc de ce WearLab et la forme de démocratisation que vous pratiquez. Alors, ce sont 2 espaces de 650 mètres carrés chacun. Donc, à 2, c'est un des plus gros tech hubs en termes de taille aujourd'hui dans la sous-région. Donc, ce sont à la fois des espaces un peu Fab Lab. La dimension Fab Lab est très forte dans notre ADN. On a même été pionnier sur cet aspect-là. On a aidé beaucoup d'autres lieux à émerger sur cette logique de production dans la proximité, mais aussi incubateur de start-up. Quand je dis incubateur de start-up, d'abord des start-up de chez nous. C'est-à-dire que sur ces 2 lieux, aujourd'hui, nous avons en développement 4 à 5 solutions qui sont des solutions de production et d'approvisionnement en ressources alimentaires dans la proximité, une solution de collecte et de gestion des déchets plastiques, une nouvelle solution. Alors, il y a Urbanatic, donc sur la thématique de la ressource alimentaire, Scope sur la thématique de la gestion des déchets, Plus, qui est une solution sur la ville intelligente culturellement, Webot, qui est une solution pour de la production et de l'industrie, en quelque sorte des usinettes dans la proximité.
et j'en oublie. Mais donc, l'idée, c'est cela. L'idée, c'est de se dire que il y a des infrastructures d'aide, qui sont des infrastructures, faire des routes, construire des ports, etc., pour lesquels nos gouvernements ont besoin de faire des prêts qui font peser un poids très lourd sur nos économies, sur plusieurs générations. Et puis, il y a des infrastructures un peu moins compliquées, en quelque sorte, à mettre en place aujourd'hui, et qu'on peut faire le pari d'aller plutôt vers ces infrastructures-là, en les développant pas dans un modèle valéen où il s'agit de plateformes propriétaires qui collectent de la donnée avec tous les problèmes de souveraineté, de vie privée que cela génère, mais que ce soit des plateformes développées dont la propriété est distribuée, où chacun, en quelque sorte, possède sa donnée, mais parce que ces plateformes sont prises en charge par des cellules qui maillent tout le territoire, elles atteignent de la taille qui fait qu'elles peuvent concurrencer demain, si elles s'étaient appropriées par le maximum des cellules dans le maximum de villes africaines, par des Google ou des Facebook. Ouais, donc il y a une, en fait, une pratique de partage, de proximité, mais de démocratisation, mais vraiment trans. Et, mais quand on parle de partage ici, parce que tu essayais de dire au début, des startups, mais à l'africaine, ou bien des startups, notre façon de faire, comment est-ce que quelle distinction tu fais entre votre approche et puis, parce que quand vous parlez d'économie de partage, etc., on peut dire que l'ubérisation de la ville, c'est franchement la tendance en ce moment dans le monde, c'est aussi une économie de partage. Alors, quelle distinction vous faites entre votre projet à vous et voilà, ce qui se fait à l'international? Oui, Uber est un très bon exemple qui prouve que ce genre de choses peuvent marcher. Et toutes ces startups dites de l'économie du partage ont un problème qui est qu'il y a un pourcentage de toutes les interactions permettent en fait, c'est juste des plateformes qui permettent de souligner des interactions. Ce que je veux dire par là, c'est que les Africains ont toujours fait Uber. Moi, si je suis chez moi et que ma fille est malade à Lomé, il me suffit de sortir dans la rue et de crier dans la rue, ma fille est malade, j'ai besoin que quelqu'un, parce que j'en ai pas, me prête sa voiture ou me fasse faire une course pour l'amener à l'hôpital. Et je sais que dans le quartier, tous ceux qui ont une voiture vont se battre pour avoir, en quelque sorte, l'honneur de me rendre ce service-là. De même, quand je suis un étranger et que j'arrive dans une proximité, dans un quartier africain, il suffit que je me mette sur une place et que je crie que je suis là, je n'ai pas où dormir, est-ce que quelqu'un voudrait bien m'accueillir chez lui? Et tous les gens qui ont de la place chez eux, parce que c'est dans notre culture, vont se battre pour avoir l'honneur de vous accueillir, de vous offrir un toit. Donc, il y a des startups qui sont venues sur ce créneau, souligner et rendre beaucoup plus facile des choses qui se faisaient de façon traditionnelle en créant des plateformes dédiées. Donc, le problème de ces plateformes, c'est que du coup, la valeur n'est plus dans le service que tu rends, mais la valeur est dans le pourcentage que prend Uber ou que prend Airbnb. Donc, le danger est que très vite, des populations comme les populations africaines, si ces plateformes arrivent en Afrique et fonctionnent sur ce modèle-là, elles écrasent le souvenir que nous avons, que nous faisions ces choses-là de façon naturelle. Et qu'on se dise demain que c'est Uber qui a inventé le fait de rendre service à quelqu'un en le transportant. Et donc, il y a un danger d'écrasement des structures sociales. Par une façon automatique de faire les choses. Et donc, nous disons il faut très vite se dépêcher de créer des plateformes du digital parce que ce que nous faisions de façon traditionnelle
nous ne pouvons pas l'imposer face à quelque chose qui viendrait, qui utiliserait nos smartphones. Donc, nous devons créer les plateformes vertueuses que nous voulons, qui n'écrasent pas nos structures sociales et qui gardent toute la valeur et toute la fécondité des interactions sociales, mais sont juste là pour la sublimer. Donc, c'est ce genre de plateforme que nous essayons de développer. Et les verrous que nous mettons, c'est l'inclusivité, ce que la production même de la plateforme ne génère pas de la pauvreté dans le sens où ça produit de l'élite, mais la production est démocratisée. Donc, la création même de chaque plateforme permet de former des gens, par exemple. Et donc, le maximum de gens ont contribué à la production de la chose, comprennent la chose, savent comment ça marche. Ce n'est pas un outil ou un service obscur, sous brevet, auquel on n'a pas accès. Et puis, il y a la redistributivité. Et tout le revenu qui est généré par l'utilisation de cette plateforme, que ce soit une plateforme pour prendre une moto demain ou une plateforme pour échanger de la nourriture en ville, etc., tout le revenu est redistribué sur l'ensemble de la communauté des gens qui participent à ce que cette plateforme existe. Et les données que vous libérez en utilisant cette plateforme vous sont reversées en revenus à vous uniquement. Les données qui permettent par ailleurs de développer de nouveaux services dans la santé, dans l'éducation, sont extraites sous votre consentement pour développer ces services-là. Mais il n'y a pas dans ce système-là aucun actionnaire quelque part qui, lui, gagne de l'argent uniquement parce que c'est un projet dont l'ambition est de capitaliser. Oui, super. Alors, c'est passionnant vraiment ce qui se fait là. Et moi, je dirais, franchement, il faut aller découvrir hein, déjà sur Internet et ceux qui sont à Lomé, qui peuvent passer voir un de ces Web Labs, il faut absolument le faire. Mais là, j'ai une question un peu critique là, parce que d'aucuns diraient, hein, pour le contexte urbain en Afrique aujourd'hui, qu'il y a une nécessité de productivité, hein, de croissance, de financement massif d'infrastructures, de services, etc. Oui, parce qu'on connaît le contexte hein, de la démographie, etc. Et tout. Alors, est-ce que ce modèle de ville que tu proposes, hein, en fait, quelle solution, mais comment est-ce que ce modèle de ville que tu proposes pourrait, si on évoluait à une échelle plus grande, comment est-ce qu'elle peut devenir vraiment une solution, mais soutenable face à ces défis-là? Alors, d'abord, il faut que je m'empresse de dire que ce modèle-là n'est pas censé se substituer au modèle officiel, dont le problème en Afrique est le manque de vision. Donc, il y a de la réflexion à élaborer aussi pour prendre en charge la crise qu'il y a dans le modèle officiel de production d'infrastructures sous un modèle industriel classique. Donc, il n'est pas pour s'y substituer. Mais même si je pense qu'à terme, il peut s'y substituer, il peut être même une source puisque par exemple, tu parlais de financement de ce qui peut être plutôt abordé uniquement sous un angle top-down. Donc, ce que je viens de vous décrire comme plateforme a le potentiel d'être un Google demain. Et si vous créez un Google en Afrique, vous pouvez financer vos services, vos besoins en infrastructure. C'est déjà un outil terrible pour actionner la vision, l'urbanisme officiel du moment qu'elle intègre la vision. Et ce que les Africains doivent comprendre, c'est qu'on a une possibilité, que le sort nous fait un cadeau formidable, qu'on est dans une situation où on peut très facilement faire un Google par le nombre. Il suffit que, dans une perspective panafricaine, nous décidions tous d'utiliser le même service et avec le quart de l'humanité sur ce continent à l'échéance de 2050, pour sûr, nous aurons quelque chose qui serait un peu de la taille de ces grandes
ces méga entreprises. Super. Donc, je pense qu'on pourra arrêter sur cette belle image de Google ou bien de l'alternative à Google qui va partir de Lomé, prendre l'Afrique et pourquoi pas le monde. Super intéressant comme projet. C'est vraiment un condensé de technologie, de nouvelles façons de penser, de réinterprétation de la modernité et tout. Et je pense qu'on aura énormément encore à redire là-dessus, certainement à d'autres occasions. Mais pour l'instant, moi, je te dis un énorme merci, un grand merci à toi pour avoir accepté de partager avec nous cette expérience et de réfléchir un peu l'après-Covid en Afrique urbaine. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour l'invitation.